Bien le bonjour et merci de vous joindre à nous pour l'avant-première de Communication 360. Avant-première parce que dans le fond, on essaie, c'est ce qu'on appelle dans le métier un pilote, dans l'espoir de vous présenter ce genre d'émission régulièrement à l'automne. On verra. Et Communication 360 parce que, ça le dit, on va parler de communication et de tout ce qui intéresse en communication et de tous ceux qui s'intéressent. Donc, pour les communicateurs et avec des communicateurs. Et aujourd'hui, si on parle de marketing de contenu, c'est que l'Institut Forma, qui nous accueille aujourd'hui, a les deux pieds dedans et a vraiment l'intention d'avancer dans le marketing de contenu, comme pas mal tout le monde dans l'industrie. Donc, les communicateurs qui sont avec nous aujourd'hui, je vous les présente, je les accueille et c'est avec eux qu'on va parler de marketing de contenu et il y a une bonne raison à ça, c'est que Patrick Pierrat de 37e Avenue et Pascal Henrard aussi de 37e Avenue ont écrit un des premiers guides qui est sorti sur le marketing de contenu, Guide du marketing de contenu. Messieurs, bonjour. Bonjour. C'est un guide qui n'est pas banal et qui est presque unique, il n'y en a pas beaucoup. C'est-tu parce que c'est au Québec qu'on a le plus d'expérience et de connaissances en marketing de contenu que c'est nous qui avons sorti un des premiers guides? Je pense que c'est le premier au Québec, mais il y avait déjà des livres qui étaient parus aux États-Unis et en Europe. Mais c'est une tendance lourde. On en voit pas des guides, mais du marketing de contenu de plus en plus. Et au Québec, vous avez vraiment ramené ce guide-là dans le cœur de la discussion, là. Mais c'était une tendance, en fait, dont on en entendait parler de plus en plus. Par contre, il n'y avait rien qui avait été, je dirais, théorisé sur le sujet, rien qui avait été mis concrètement sur papier, peut-être sur le web, mais nous, on l'a couché sur papier, sur un bon vieux livre imprimé, alors qu'on est à l'ère numérique. Mais rien de tel qu'un bon livre pour pouvoir un peu prendre des notes et se souvenir de ce dont on parle, et puis prendre un peu de recul aussi sur le sujet. Et on s'est assuré de faire quelque chose de très pratique, qui soit vraiment utilisable par les gens de marketing pour leur donner des pistes concrètes qu'ils puissent utiliser. Avec vous, au cours des prochaines minutes, on va parler donc de ce qu'est le marketing de contenu. Vous avez écrit le guide, vous allez pouvoir nous guider dans ce que c'est. Avec Arnaud Granata d'Infopresse. Bonjour Arnaud. On va parler de la place que ça prend, le marketing de contenu. Infopresse avait, il n'y a pas longtemps, une de ses dernières grandes conférences de l'année sur le marketing de contenu. C'est pas par hasard. Non, ça prend de plus en plus de place et on se rend compte que les entreprises essayent aussi toutes d'en faire à leur façon, avec des règles qui changent parfois d'une entreprise à l'autre. C'est pour ça que ce livre aussi sur ce guide est intéressant, parce que ça permet quand même d'avoir une structure. Et les marques s'y intéressent de plus en plus parce que c'est l'une des façons en ce moment de rejoindre les consommateurs qui est probablement la plus appréciée quand c'est bien fait. Et avec Carl Charret de letube.tv, on va expliquer le comment du pourquoi, parce que dans le fond, si le marketing de contenu prend tant de place, c'est parce qu'il y a un alignement des astres, les médias sociaux, les réseaux sociaux sont la courroie de transmission et ça a explosé, là. Bien, c'est un peu ce que disaient nos trois confrères, en fait, et puis que tu disais toi aussi, c'est que les marques ont besoin de parler, les marques ont besoin d'aller chercher leur public. Et comme le public s'est un peu diversifié, comme le modèle a un peu éclaté, parce qu'on n'écoute pas la télé comme on l'écoutait jadis, on ne regarde pas les journaux comme on les regardait jadis. Donc, pour qu'une marque puisse aller chercher son consommateur, elle doit être de plus en plus créative, elle doit être de plus en plus intelligente. Juste à voir ce que Barbecue Québec a fait cette semaine, qui est un excellent exemple de comment on peut, à peu de frais, créer du contenu intelligent et aller chercher des nouvelles personnes. Juste à voir ce que M. Henrard a fait, à se promener juste avec sa caméra durant les élections françaises et qu'il y a 400 000 personnes qui l'ont vu. Donc, pourtant, il faisait juste rouler à vélo, là. Exact. Mais les gens ont besoin d'avoir du contenu. On parle énormément de politique et de marketing de contenu ces temps-ci. Et c'est de plus en plus vrai. Les politiciens sont les plus grands consommateurs de marketing de contenu. Ils cherchent à répéter les modèles Obama, les modèles Bernie Sanders. En France, il y a eu le modèle Macron, le modèle Jardin. Donc, ils veulent répéter ces modèles-là, ils veulent que ça fonctionne et ils arrivent avec des idées complètement nouvelles, un peu comme l'hologramme que Mélenchon a fait en France. Je me demandais combien ça prendrait de temps avant qu'il nous parle d'Alexandre Jardin. Ça a pris quoi? 2-3 minutes, gros maximum? Messieurs, si on parle de la théorie, c'est un clin d'œil, Carl Charret. Bon, en fait, tu devrais être content que je te fasse ce clin d'œil-là. La théorie, quand je disais les astres sont alignés, expliquez-moi, pour qu'on comprenne, même si c'est à des communicateurs qu'on parle, puis pas au grand public, là,
expliquez-moi si je me trompe, mais ça a été des deux côtés. La technologie a fait en sorte qu'on pouvait maintenant produire et diffuser des contenus peu chers ou de façon peu coûteuse. Et en plus, pour les diffuser, ça ne coûte plus rien. Donc, il y avait comme une espèce de l'occasion fait le larron, là. Oui, mais en fait, c'est sûr qu'il y avait un momentum. Ceci dit, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. La création de contenu pour des marques, ça existe depuis le siècle dernier. Hein. Et on prend toujours comme exemple le guide Michelin ou d'autres exemples. Mais ce qui tombe bien maintenant, c'est qu'effectivement, on peut produire des contenus beaucoup plus facilement et on peut surtout les diffuser beaucoup plus facilement. Et quand on parle de votre marque devient un média, c'est sûr que concrètement, les marques peuvent devenir leur propre média grâce à tous les médias sociaux, grâce à tous les outils technologiques numériques qui existent, qui leur permettent d'accéder à cette diffusion assez facile et accessible à beaucoup de monde. Et ce que la technologie a fait surtout, c'est de mettre directement les organisations en lien avec leur public. D'abord avec le web, qui a fait qu'en ouvrant un site web, toutes les entreprises devenaient éditrices, et ensuite avec les médias sociaux, qui a accéléré encore ce mouvement et ce moyen de communication, et qui a permis aux entreprises de court-circuiter les médias plus traditionnels, qui avant étaient des intermédiaires nécessaires pour pouvoir les rejoindre et communiquer avec eux. Mais ça, je peux voir pour un politicien ou pour une organisation politique que c'est nécessaire d'être capable de passer outre les grands médias et de sortir son message, de lancer ses affaires. Mais pour les marques, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Puis c'est drôle qu'on soit sur le même plateau, moi et Patrick et Pascal, parce que lorsqu'on travaillait à Branchez-vous, il y a de cela quelques années, il y avait déjà des marques qui nous approchaient et c'était un modèle auquel je croyais énormément. Il y avait déjà, entre autres, parmi les premières marques qui ont blogué, il y avait Provigo. On ne se rappelle pas parce que bon, c'est IGA qui a pris un peu plus la place au niveau médias sociaux, mais Provigo est parmi les premières marques de supermarchés à s'intéresser aux médias sociaux et ils voulaient avoir du contenu. Ils ont même embauché une blogueuse pour le Québec et un blogueur pour Toronto pour être capable de créer du contenu. Il y a des grandes marques automobiles qui nous avaient approchés pour créer leur propre contenu numérique et on parle d'il y a à peu près 10 ans de cela. Donc, il y avait déjà cette tendance-là qu'on sentait, qu'on voyait, mais c'était avant l'avènement Facebook, c'était avant l'avènement Twitter, c'était avant YouTube et Instagram. Et c'était quand tout le monde bloguait puis personne ne regardait des vidéos parce que personne ne pouvait en produire ou à peu près. Surtout que ça prenait quoi, Arnaud? Ça prenait à peu près 5 minutes à regarder une minute quand on prenait le temps de télécharger? Oui, il y avait évidemment la vitesse de téléchargement, mais ce qui est intéressant, c'est que les marques aussi essaient de contrôler le message et je pense que le marketing de contenu, ça permet ça. L'un des meilleurs exemples, je trouve, c'est Red Bull dans le monde qui a créé une espèce d'entreprise vraiment à part, Red Bull Media House, qui ne fait que ça, produire du contenu. Et produire du contenu, c'est pas forcément faire une vidéo ou faire un article, c'est aussi créer des moments. Et quand ils envoient, par exemple, sauter dans l'espace, essayer de battre des records, je ne sais pas comment on peut appeler ça d'ailleurs, ils créer un engouement autour de ça, ça fait en sorte que les médias plus traditionnels s'intéressent au phénomène et créent eux-mêmes du contenu à partir de ce moment qui a été créé par la marque. Donc il y a différentes façons de créer du contenu à différents types de budgets aussi. Quand, il y a 10 ans, vous étiez en train avec Carl de parler à des blogueurs, tout le monde voulait être blogueur, tout le monde se garochait, on lisait les blogueurs comme on lisait le journal avant. Maintenant, c'est la vidéo qui a pris toute la place. La vidéo a pris beaucoup de place. Il ne faut pas exagérer non plus. C'est sûr que la croissance de la vidéo est très très forte et évidemment il y a plusieurs plateformes qui favorisent ça. Facebook mise beaucoup là-dessus, Snapchat évidemment. Ceci dit, les textes restent aussi très importants pour la recherche. Parce que même si les gens passent beaucoup moins de temps à chercher sur Google qu'à regarder leur feed de Facebook, quand ils cherchent sur Google, ils ont un intérêt très marqué, une demande pour quelque chose. Et être capable, avec le texte, de recevoir ces gens, c'est quelque chose qui garde beaucoup de valeur. Surtout dans certaines industries, dans le commerce interentreprise, quand on vend des produits sur lesquels les gens réfléchissent longtemps, planifient leurs achats à l'avance et donc font des recherches, ça reste quelque chose de très important. Pascal, j'ai simplifié, comme d'habitude, beaucoup trop. Je ne suis pas juste jovialiste, je suis simpliste. Mais j'ai simplifié beaucoup l'autre jour en disant, c'est pas compliqué, le marketing de contenu, c'est le contraire de la publicité. C'est pas aussi simple que ça, mais c'est aussi ça.
Le contraire, non. Par contre, c'est beaucoup plus complexe dans le sens où on va beaucoup plus en profondeur sur un sujet. D'abord parce qu'on a plus le temps, parce que les plateformes qu'on utilise nous permettent d'approfondir le sujet. C'est pas juste un 30 secondes, c'est pas juste un slogan, c'est pas juste un flash, un buzz dont on va se souvenir. C'est pas juste de l'image de marque, c'est du concret, c'est de l'information. Ça peut être du divertissement aussi, mais ça donne une valeur ajoutée aux consommateurs, à l'auditoire à qui on s'adresse. Donc, c'est pas le contraire, c'est un complément. La pub va toujours être là parce qu'il faut qu'on parle de la marque. Par contre, on peut explorer beaucoup plus longtemps et plus en profondeur. Il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est pas le contraire, sauf que si on prend la publicité qui pousse, le marketing de contenu tire. C'est-à-dire qu'on veut que les gens viennent nous voir, mais en même temps, on veut seulement que ceux qui s'intéressent viennent nous voir. On n'en a que faire de ceux qui ne nous intéressent pas et qui ne s'intéressent pas à nous. Que faire? Ouais, j'exagère parce tout le temps. Peut-être qu'ils nous intéresseront il ne demain. connaît pas, lui, c'est pour ça. Là. Les gens sont peut-être curieux seront peut-être curieux demain. Mais en fait, c'est ça, on parle de push ou de poule. C'est pas l'œuf ou la poule, c'est le push ou la poule. C'est que, effectivement, en marketing de contenu, c'est des gens qui seraient intéressés par notre sujet, surtout quand on parle, comme disait Patrick, de recherche, évidemment. Quand quelqu'un cherche une information, veut parler d'un sujet, c'est sûr qu'il va fouiller. S'il tombe sur un article, sur un livre, sur une vidéo qui va parler de son sujet, il va la regarder avec beaucoup plus d'attention, versus la pub qui rentre dedans et puis qui nous accroche, qui nous amuse, qui nous intéresse peut-être, qui nous interpelle, mais qu'on n'a pas demandé. On n'a pas voulu avoir cette pub-là qui nous rentre dedans en plein milieu du film. Et la frontière entre les deux n'est pas toujours étanche. Quand on regarde déjà la publicité depuis longtemps, ceux qui ont des gros budgets avaient essayé de faire de la publicité de plus en plus divertissante, de plus en plus intéressante et distanciée de la promotion du produit. Quand on parle des publicités du Super Bowl, il y a une bonne partie de ces publicités-là, c'est du contenu, c'est des valeurs de production qui sont l'équivalent des séries télévisées. Mais on a toujours souvent, dit que les publicités du Super Bowl étaient très différentes des autres publicités aussi, justement. Effectivement, mais il y a une tendance générale, alors ça dépend des budgets, des secteurs, etc., mais la frontière n'est pas toujours aussi claire que marketing de contenu, publicité, Arnaud, c'est pas l'un ou l'autre, de toute façon. Non, les marques travaillent vraiment sur les deux. On peut prendre l'exemple de L'Oréal. L'Oréal continue de faire des campagnes de publicité traditionnelle à la télévision, mais a aussi tout un studio de contenu à l'interne. Ils produisent de la vidéo, ils ont des influenceurs qui vont sur le terrain, qui couvrent des tapis rouges, ils s'associent à des blogueurs, à des influenceurs aussi. Donc je pense que c'est un peu un tout. Vous parliez de 360 tout à l'heure et c'est vraiment ça. La marque essaye de toucher l'ensemble des points de contact. Je pense qu'il y a aussi quelque chose à défaire, c'est le fait que le marketing de contenu ne s'adresse qu'à des marques qu'on pourrait dire sexy ou des marques qui sont des marques où a priori on peut faire du contenu autour. Prenons l'exemple des banques. Les banques travaillent toutes, et les compagnies d'assurance travaillent toutes sur du contenu, des blogs, de la vidéo, etc. Et on va très très loin du milieu bancaire. On parle souvent de pouvoir réaliser ses rêves, ça donne des web-séries, ça peut donner aussi des articles très pratico-pratiques, mais qui s'éloignent des chiffres, qui s'éloignent de l'idée qu'on peut avoir des banques. Donc des fois, c'est aussi une façon d'intéresser le public à sa marque sur des sujets qui sont peut-être un petit peu plus arides. Carl, quand je disais que c'est l'œuf et la poule, dans le fond, c'est pas du tout ça. C'est que les astres se sont alignés pour permettre, et d'une part, la production de ce qui est très populaire en ce moment, de vidéo, la transmission de cette vidéo-là, mais aussi qu'on parle de marque ou qu'on parle de politiciens. Tu reviens de la campagne d'Alexandre Jardin. Les gens qui ont découvert Alexandre Jardin l'ont d'abord découvert sur Facebook. Ils connaissaient Alexandre Jardin, l'auteur, mais son implication politique est passée par Facebook. Là. Exact. C'était du marketing de contenu, ça. Oui, c'est du marketing de contenu. Puis, tu sais, pour continuer sur ce que Patrick et Arnaud disaient, je vais prendre l'exemple de Ford. Ford a créé sa propre agence. Blue Hive est une agence avec un partenariat 50-50 avec une grande agence. Et Ford est sa propre agence de marketing et de marketing de contenu partout dans le monde. Donc, Blue Hive a fait perdre des mandats à énormément d'agences et d'agencettes partout sur la planète parce qu'ils ont créé leur propre agence. Donc, de plus en plus, les marques ou les partis essaient de créer leur propre système. La Ligue nationale de hockey, c'est la Ligue nationale de football américaine qui fait toute leur production de contenu. Donc, ils sous-traitent parce qu'ils n'ont pas le staffing nécessaire, parce qu'ils n'ont pas le personnel ou l'intelligence d'affaires. Ils sous-traitent à une marque qui l'a déjà développée. Pepsi a créé sa propre agence à l'interne. Il y a énormément... Arnaud parlait d'assureurs. Il y a, je pense, c'est la Manuvie aux États-Unis qui a sa propre agence
à l'interne. Donc, de plus en plus, que ce soit un politicien ou que ce soit une marque, les marques se disent, OK, comment est-ce que je peux faire? Je peux soit aller travailler avec quelqu'un de l'externe ou je peux développer mes propres connaissances à l'interne. Et ça, c'est la méthodologie que nous, on applique chez nous, c'est de dire, on va vous apprendre à pêcher pour qu'après, vous puissiez être capable de le faire par vous-même, parce que moi, j'ai un regard extérieur. Dans une campagne politique française, le regard d'un Québécois, c'est assez étrange, mais c'est assez intéressant, parce que ça donne une autre philosophie. Mais ce qu'on souhaite, c'est qu'après, les équipes sur place soient capables d'avoir appris assez de ce qu'on leur a démontré pour être capables d'avoir eux-mêmes les réflexes. Parce que si on n'apprend pas à une marque, que ce soit une très petite PME ou une grande marque, à comment créer du contenu et comment penser le contenu, bien, je pense qu'on a raté nos efforts de communicateurs puis d'enseignants là-dedans. Et Arnaud était d'accord, mais je vais revenir à ces deux messieurs qui ont écrit un guide quand même, hein, le guide du marketing de contenu, parce que je suis curieux. Quand Carl dit « on leur a montré comment », je me trompe ou, à quelque part, il ne faut pas prendre le porte-parole qu'on a en publicité pour l'emmener devant la caméra pour faire du marketing de contenu, parce qu'on ne parle pas de la même façon, de la même chose. Même si ce qu'on veut faire, c'est que la marque paraisse bien, mais au-delà de bien paraître, il faut aussi passer les bons messages qui ne sont pas les mêmes qu'en publicité. Les bons messages, la bonne information aussi, c'est donner à l'auditoire des sujets qui l'intéressent, des sujets qui complètent sa connaissance de la marque ou qui l'intéressent. Donc le porte-parole pourrait éventuellement devenir à un moment donné un auteur de notre blog, mais c'est pas ça qu'il faut... non, même que si c'est quelqu'un de l'interne qui est un petit peu brinque-ballant, mais qui a plein de bonne volonté, de courage. Alors c'est ça qu'on se rend compte, c'est que là. En fait les marques sont des producteurs naturels de contenu puisqu'ils communiquent à l'interne sur leurs produits, sur leurs services. Ils ont des notes internes, ils ont des pamphlets, ils ont des brochures explicatives. Par contre, il faut que toute cette matière qu'ils produisent eux-mêmes à l'interne et qu'ils connaissent, cette connaissance soit diffusée et produite à l'intention de leur auditoire. Donc, c'est là qu'interviennent des experts en communication et en production de contenu pour pouvoir s'adresser de la bonne manière au bon auditoire. Mais effectivement, en général, la marque est déjà producteur de son propre contenu et connaît son sujet. Et c'est un enjeu d'arriver à voir quel est le degré de contrôle que la marque doit vraiment exercer sur le contenu. Si on veut qu'il y ait une authenticité, si on veut laisser transparaître, laisser parler ses employés, faut leur laisser un petit peu de lousse. Mais en même temps, on prend des risques avec ça. Et c'est un des enjeux qu'ils ont à gérer. Là, je vais faire quelque chose qu'en régie, on va me reprocher. Je vais vous montrer tous les quatre. Et là, pour la première fois, toutes les caméras vont voir 4 personnes. Ça va être bien mêlant au montage, mais c'est pas grave. On ne monte pas, on fait juste découper. Je fais ça parce que je veux savoir qui veut répondre, pas à la question, mais à mon feeling, à mon impression. Moi, le marketing de contenu, j'ai allumé, je pense avoir compris, saisi ce que c'était quand WestJet a fait sa campagne de Noël avec son Père Noël qui faisait plaisir à tant de monde. Et la seule chose qu'il y avait là-dedans, c'était probablement plus ce que vous appelleriez dans le métier du contenu de marque, c'est-à-dire une publicité plus corporative qui montre comment on est bon, comment on est beau, comment on est fin. Mais en même temps, quand tu produis un petit film de 8 minutes sur le Père Noël qui t'envoie dans la salle de débarquement des cadeaux que tu as commandés à l'embarquement, c'est plus que de la publicité corporative. Oui, moi je voudrais répondre là-dessus justement parce que c'est du buzz marketing, c'est évidemment du contenu marketing dans le sens où c'est pas de la publicité à cause du format. Par contre, ce serait du marketing de contenu si c'était intégré dans une stratégie globale de la marque. Et dans le cas de WestJet, je ne connais pas assez le sujet pour pouvoir dire si ça s'intègre, mais j'imagine que oui, il faudrait que ça fasse partie d'un programme complet. Sinon, c'est juste une vidéo qui a créé le buzz. Et c'est là... C'est mon avis. Oui, tout à fait. Mais je pense que Patrick va m'aider à continuer de comprendre, c'est-à-dire que la différence entre la publicité et le marketing de contenu, c'est aussi le format, aussi la plateforme, aussi la façon dont les gens se l'échangent. Lui, il y a eu 400 000 vues parce qu'il se promenait à vélo. On s'en tape pas mal, dans le fond. Mais en même temps, il y a 400 000 vues. Il aurait voulu être viral avec ça, il n'aurait pas pu. Là. Mais le sujet n'était pas intéressant pour... je veux dire, je ne vendais rien et ça ne m'a rien à rapporter. Mais justement, c'est ça. Tu aurais voulu être viral, tu n'aurais pas pu. Là. Mais là, tu l'as été parce que tu ne cherchais pas à l'être. Donc, c'est tout ça. C'est un monde complet. C'est un écosystème qui fait que le marketing de contenu devient du marketing de contenu s'il est bien produit, bien diffusé, bien utilisé, bien populaire.
Oui. Quand je reprends l'exemple de WestJet, pour moi, c'est plus un stunt publicitaire. Mais pourtant, ils le qui a refont été d'année en année exploité plusieurs fois. C'est-à-dire que les nouveaux médias ont permis à ça une diffusion du contenu lié à ce stunt qui est beaucoup plus large. Mais cette idée d'opération publicitaire, c'est pas en soi du marketing de contenu. L'idée de marketing de contenu, c'est plutôt de produire un contenu qui soit assez indépendant, relativement indépendant du produit ou de la marque et qui amène une valeur aux consommateurs, soit une valeur d'information, une valeur d'utilité, ou parfois une valeur de divertissement, mais qui soit relativement indépendant du produit. C'est là qu'on fait vraiment du marketing de Tout contenu. ça est intéressant et c'est un bon constat, mais le mot que je retiens, c'est viral et médias sociaux. C'est-à-dire, si ça devient viral sur les médias sociaux, ta campagne de marketing de contenu a été un hit, même si c'est pas ça que tu voulais faire. Pas nécessairement. Non? Non, c'est pas obligatoire. Puis là où ça dépend de ce que tu veux donner, parce que une des théories que j'ai toujours aimées, c'est la théorie de la longue traîne. C'est pas parce que tu as énormément de visibilité que c'est ce qui va te donner sur le long terme ta plus grande portée. Parce qu'il y a des articles qui vont avoir été créés, qui vont avoir une plus petite portée, mais additionnés les uns aux autres, vont te donner beaucoup plus de reach, de portée, que ton stunt. Ton stunt, c'est pour faire connaître, faire comprendre ta marque. C'est pour ramener du trafic. Mais j'ai beau avoir, si je veux un emploi et je suis parrainé par ces trois messieurs qui sont ici, et j'arrive à l'entrevue et je suis nul. Ils ont beau m'avoir parrainé. Si je n'ai pas le contenu pour venir en arrière, j'ai beau avoir le plus de push possible, ça ne me donne absolument rien. Et c'est là que la stratégie d'arriver avec une idée qui va donner beaucoup, beaucoup de visibilité, elle est bonne uniquement si, comme Pascal le disait, il y a une profondeur. Ça a été pensé dans une stratégie globale. Le problème, c'est que le marketing de contenu pour les grandes marques est souvent pensé par des agences de publicité, au lieu de par des gens qui pensent à une stratégie globale. Et si on pense marketing de contenu publicité, c'est là qu'on se tire une balle dans le pied parce qu'on ne pense pas à la longue traîne, on pense à un succès court et on est obligé de répéter le succès court à chaque fois et c'est là que ça coûte très cher. Mais en même temps, la publicité change aussi quand même de plus en plus. On regarde les campagnes publicitaires, c'est des campagnes qui sont de moins en moins promo, c'est des campagnes qui deviennent de plus en plus ou pour parler de valeurs de marque ou pour raconter des histoires. On parle beaucoup de storytelling et le storytelling, c'est un peu né avec le contenu, avec le marketing de contenu. C'est ce que font les journalistes. Je pense que c'est un petit peu ça l'idée, c'est que les marques deviennent elles aussi d'une certaine façon des éditeurs. Je vous voyais réagir quand il était question, Pascal Henrard, de publicité, marketing et les agences qui font les deux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de faire les deux, mais il ne faut pas les mélanger non plus. Mais en fait, je pense que c'est des vieux réflexes. Hein. C'est l'habitude de faire des campagnes de publicité qui font qu'on va faire une campagne de publicité, on va avoir une grande idée qui va faire un gros buzz, mais on oublie qu'il faut que ça dure longtemps. On oublie aussi de pouvoir profiter des plateformes qu'on a pour aller en profondeur, pour pouvoir communiquer plus de choses, partager des connaissances, utiliser toutes ces plateformes de la bonne manière. Mais je n'ai rien contre les agences de publicité, au contraire, puisqu'on travaille souvent avec elles, parce que le buzz est intéressant aussi, mais il faut que ça fasse partie d'un tout. Mais justement, j'arrivais à 37e Avenue. Vous vous spécialisez en marketing de contenu, mais vous donnez encore pour vos clients tout le service, autant l'idéation que la conception, que la production et à la limite aussi la livraison. C'est du clé en main. 37e Avenue, parlez-moi de la boîte. C'est une agence de contenu. Ça a commencé comme une agence de presse, en fait. On travaillait beaucoup pour des médias et de plus en plus, les clients sont devenus de moins en moins des médias traditionnels et de plus en plus des marques, des entreprises. Et on fait un travail au départ de stratégie de marque, mais adaptée au contenu. En fait, on fait des stratégies de contenu avec un état d'esprit d'éditeur, vraiment en les voyant se développer comme des marques. Et par la suite, effectivement, on crée pour eux des contenus, de toutes sortes de contenus, beaucoup d'écrits, mais de plus en plus de vidéos, et sur une base continue. On les sert après ça sur une base continue en évaluant aussi l'efficacité des contenus par la suite. Oui, puis en fait, ce que je rajouterais aussi, c'est que notre expertise qui marie la connaissance des médias, de la création publicitaire, puis de la scénarisation, nous permet justement, je pense, de bien comprendre les enjeux des marques et de pouvoir créer des contenus qui ne sont pas juste ou de l'art ou de l'information, mais de comprendre un petit peu le contexte dans lequel on est et de l'auditoire à qui on s'adresse. Arnaud, je te garde pour la fin, pour InfoPresse, parce que c'est global.
LeTube.tv, à part Alexandre Jardin. À part la politique, et puis la politique, c'est un truc... Ah, c'est un merveilleux contenu, là. C'est un merveilleux contenu, mais c'est un truc, c'est un à côté, et ça n'a jamais été prévu dans notre modèle d'affaires. En fait, le modèle d'affaires de LeTube, c'est d'aider à la monétisation d'une marque. Parce que, oui, de faire du marketing de contenu, c'est important, mais la marque, quelque part, il faut que si elle veut rentabiliser son offre ou rentabiliser son investissement, il faut qu'elle puisse le monétiser. Il faut qu'on soit capable de faire une campagne Facebook avec. Il faut qu'on soit capable de ramener du trafic et d'avoir un retour sur l'investissement. C'est probablement mes années chez Canoë et chez Branchez-vous qui m'ont influencé dans cette direction-là. Mais il faut que l'investissement en termes de contenu puisse rapporter à la marque. Et après ça, on regarde avec la marque comment on calcule ce retour sur investissement-là. Il est différent de chacun de nos clients. Il n'y a pas un package possible qu'on peut dire, bon, on va offrir le même package à tous les clients. Il faut absolument s'adapter à chaque client. Et c'est comme ça. Donc, pour un politicien, le retour sur investissement, ben, ce sont le résultat de la campagne à l'après. Pour je ne sais pas, moi, l'Union des producteurs agricoles, qui a longtemps été notre client, ben, le retour sur investissement, il n'y avait pas de vente. La monétisation, ce n'est pas de la vente, mais c'était de ramener des gens et de sensibiliser les gens à la cause des producteurs agricoles. Et, veut pas, ils en ont besoin. On a juste à regarder l'épandage qu'il y a eu en face des bureaux de l'UPA. Ils ont besoin d'avoir des yeux sur leur cause, sur leur situation. Et c'est des gens comme nous qui peuvent les aider, mais en ayant une approche plus mercantile, parce que la marque, veut pas, ben, elle a des chiffres à ramener à la fin de l'année. Et c'est l'approche qu'on essaie, puis la différenciation qu'on essaie d'avoir. Je reviens, Arnaud, mais je repasse par-dessus toi 2 secondes parce qu'on vient de parler du fameux ROI, Return on Investment. Très important en publicité, ça se calcule toujours de façon très précise, mais encore là, c'est facile en publicité parce qu'on est capable de voir qu'on a vendu plus ou moins le lendemain, d'avoir eu une première page ou d'avoir eu une pleine page de publicité ou une campagne télé. Je lis dans votre guide qu'il faut être patient en marketing de contenu, mais on va quand même recevoir un retour sur l'investissement. On ne fait pas ça juste pour la grandeur de l'art. Oui, bien sûr. Ça dépend toujours des objectifs. Comme en publicité, vous dites c'est facile à mesurer. Ça dépend. Souvent, il y a les choses les plus faciles à mesurer, c'est celles qui sont les plus proches de l'acte d'achat. Parce qu'à ce moment-là, c'est la dernière attribution. C'est plus facile à identifier. Par contre, qu'est-ce qui a fait qu'au départ, quelqu'un a entendu parler d'une marque, a entendu parler d'un produit, a même évoqué, a même compris qu'il avait un besoin, que peut-être quelque chose, il devrait le considérer. Bon, ben ça se fait aussi en publicité, mais ça se fait beaucoup en marketing de contenu, et ces choses-là, effectivement, prennent du temps à être mesurées, mais oui, il y a toute une série de métriques qui sont adaptées aux différents stades du parcours d'achat du consommateur qu'on peut mettre en place pour évaluer l'efficacité du marketing de contenu et faire évoluer ce programme de contenu au fil du temps. Bon, vous avez écrit le guide avec lui, il a raison, vous le savez. Il a tout à fait raison. Mais il le dit bien en plus. Oui, mais ça reste que j'ai parlé de tendance. C'est plus qu'une tendance lourde. C'est une mode en ce moment. Est-ce que c'est une mode? Non, c'est pas une mode. C'est pas une mode? Non, c'est une tendance lourde. C'est une tendance lourde. La mode, c'est quelque chose qui passe et qui Ça va rester. C'est certain que ça va rester parce que d'abord, on le voit, les marques... Alors, le problème de la mode versus la tendance lourde, c'est que oui, c'est une mode dans le sens où tout le monde s'y précipite. Ça devient une tendance lourde parce que tout le monde l'adopte et tout le monde le garde. Mais c'est sûr que c'est une mode dans le sens où des fois on s'en sert pas de la bonne manière. Mais on se constate que non seulement c'est utile, c'est efficace, puis ça nous permet de faire des choses beaucoup moins chères qu'avec la publicité traditionnelle. C'est juste parce qu'il m'a demandé d'ajouter quelque chose. Parce que je vais faire un lien avec Arnaud. On va revenir. Non, mais tu vas voir, puis, puis je fais juste le passage avec Arnaud. J'ai confiance. L'intelligence artificielle et la continuité, puis c'est là que je fais le pont parce que Infopresse a fait une très, très bonne conférence là-dessus juste dernièrement. Je pense que le marketing de contenu s'en va de plus en plus vers l'intelligence artificielle. Je pense que les stratèges de contenu vont devenir des écrivains de services à la clientèle automatisés, ce qu'on appelle les fameux bots. Oui. Je pense que des gens comme Pascal, comme Patrick, comme moi, on va commencer à scénariser la relation entre le client et la marque et ça va pousser le marketing de contenu beaucoup plus loin que ce qu'on le fait actuellement.
Et le Web 3.0, qu'on a toujours dit que c'était n'importe quoi, la sémantique ou peu importe, je pense que c'est l'intelligence artificielle et il faut en profiter parce que Montréal va devenir le plus grand hub d'intelligence artificielle au monde et ça va être aussi gros que les jeux vidéo et le pharmaceutique à mon humble avis. Et ça, là-dessus, moi, je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. C'est Et plus quand que on regarde, tremplin, par ça, là. exemple, Il t'ouvre la porte de garage toute grande, toi, là. Mais quand on regarde Google Home, par exemple, tout ce qui se trouve dessus, c'est effectivement de l'information qui est scénarisée, qui est créée. Et là, les marques, les créateurs de contenu, il va avoir énormément de travail pour eux là-dessus. Parle-moi d'InfoPresse, un peu, vous êtes rendu où? Et au début, quand j'ai commencé à t'interviewer, il y a cela de nombreuses années, tu étais en train de prendre le contrôle. Là, tu l'as pris d'aplomb. Ça va bien, les affaires. Des conférences. Mais non, on est un producteur de contenu, on est un média, donc on utilise les supports, que ce soit, la conférence, on a encore des magazines imprimés, on a des sites. Vous avez encore ça, Oui, d'imprimé, on a vous? encore ça. Et on utilise tout ça pour faire passer du contenu. Pour nous, ce qui est important, c'est le contenu, le support, la plateforme de diffusion n'est qu'une façon de le distribuer, mais en aucun cas n'est le modèle d'affaires en soi. La vie est bien faite. C'est InfoPresse qui distribue votre livre, monsieur? Qu'il a édité. Oui. D'accord. Et j'ai vu qu'il pouviez était sur t'y Amazon mettre. depuis peu. pardon? Sur Amazon. Il est sur Oui, Amazon. il est depuis disponible peu. absolument en ligne au Québec et ailleurs. C'est le guide du marketing de contenu. Et bougez pas, je reviens tout de suite. Je vais juste aller lire ce que ça dit en dessous. Et je vais vous montrer le plan de ces messieurs. Du journalisme de marque à la publicité native, pourquoi et comment transformer une marque en média? C'est édité chez InfoPresse et c'est donc de Pascal Henrard et Patrick Pierrat de 37e Avenue qui étaient deux de nos invités de cette avant-première de Communication 360 avec Arnaud Granata et Carl Charret de LeTube.tv. Vous êtes pas mal gentil de m'avoir permis de faire ce test de marché et j'espère vous réinviter pour une émission qui sera devenue hebdomadaire et qu'on parlera de plein d'autres trucs, autant de la technique qu'au contenu par sa production jusqu'à tout ce qui va entre les différents points de ce 360 degrés de communicateurs et de communication pour les communicateurs, par les communicateurs, avec des communicateurs. Merci, messieurs. Merci. Merci. Merci à vous.